Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Sequoia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui va traiter un sujet important, c'est-à-dire savoir identifier et repérer les bonnes occasions qui sont sur les sites de revente. Un particulier, un professionnel ou un revendeur veut renouveler son parc de machines après 4 ou 5 ans et décide de vendre sa machine en occasion. Vous êtes intéressé et vous ne savez pas si c'est une bonne affaire ou non. Donc, je vais vous donner tous les éléments, tous les critères à repérer, à identifier pour déceler d'éventuels problèmes, d'éventuelles pannes et pouvoir faire le meilleur achat possible en seconde main sur ce type de tronçonneuse. Aujourd'hui, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un like en bas de la vidéo si celle-ci vous a plu. C'est vraiment important pour moi. On a deux tronçonneuses. Ce sont les mêmes, 261C de chez Stihl, qui a servi 30 minutes et qui a moins d'un an, dans un état presque neuf. Vous pouvez la voir, voilà. À quoi va servir ces deux machines? Elles vont servir de point de comparaison. On va les comparer. Elles ont des états d'usure différents. Celle-ci date de 2015 et a un état d'usure relativement plus important. Comparer une machine neuve et une machine usée va vous permettre d'affiner votre précision au niveau de votre œil, de votre regard, et quand vous allez tomber sur une machine d'occasion, pouvoir plus ou moins estimer le nombre d'heures qu'elle a effectuées. Il y a la date, c'est très bien, mais elle ne veut rien dire. Un particulier qui a utilisé il y a 5 ans sa tronçonneuse pour couper 3 sapins et l'a gardée depuis, elle sera quasiment neuve. Mais vous allez vous dire, la tronçonneuse a déjà 5 ans. Je peux vous prendre une tronçonneuse d'un professionnel qui a fonctionné pendant 1 an et qui date de l'année passée et qui, elle, sera dans un état beaucoup plus avancé. Donc, ne vous fiez pas à la date, ça c'est le premier critère que je peux vous donner. Ce qui est important à savoir, en tout premier lieu, avant votre recherche, c'est de vous établir un budget. Forcément, le budget que vous allez avoir va impacter l'état de la machine que vous recherchez. Fixez-vous un budget, fixez-vous quelques modèles. Vous vous faites une liste de modèles, vous vous dites, il me faut une tronçonneuse de 50 cm3. J'ai dans la possibilité d'acheter une 251, une 261 ou même une 271. Mon choix varie entre ces trois tronçonneuses. Mais de préférence, j'aimerais acheter une 261 de chez Stihl. Pas de problème. Définissez bien votre budget. Si vous avez le budget pour acheter neuf, la question ne se pose même pas. Par contre, si vous avez un budget plus réduit et que vous vous dites j'ai envie de trouver une 261 d'occasion à un bon prix, là va entrer tout ce que je vais vous donner comme critères, comme éléments à surveiller avant l'achat. Sur une tronçonneuse neuve, pas de problème. Tout est bien, il n'y a aucun jeu, tout fonctionne bien et tout est impeccable. Les plastiques sont beaux, tout est beau, etc. Ça, ce n'est que l'apparence esthétique. On n'est pas à l'intérieur d'une machine, on ne sait pas combien d'heures a fonctionné le moteur. Vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui a changé un carter, les plastiques, une poignée, peu importe. Et la tronçonneuse a l'air neuve, mais elle ne l'est pas du tout. Donc, aujourd'hui, on va regarder d'un petit peu plus près ce qui se cache sur cette 261C d'occasion qui n'est plus si neuve que ça. A tout de suite. On jette un œil d'un petit peu plus près à cette 261 afin de relever tous les éléments qui vont nous permettre d'estimer un petit peu combien de temps a fonctionné cette tronçonneuse et surtout dans quelles conditions. Évidemment, certains vont dire on peut brancher un ordinateur, on peut voir son nombre d'heures, etc. Je connais peu de personnes qui vont se rendre chez le vendeur avec leur boîte à outils, un ordinateur de chez Stihl pour voir exactement combien d'heures a tourné la machine, combien d'entretiens elle a reçu. Ici, moi je ne connais qu'une chose,
c'est que le propriétaire était le premier un particulier et ensuite a été revendu à un professionnel. Et celui-ci en a eu un usage un peu plus intensif, a fait un entretien chez Stihl et ensuite l'a revendu. Elle date de 2015, mars, et donc elle a 8 ans. On voit des petites traces d'usure à gauche, à droite. Donc voilà, vous avez eu un petit coup d'œil sur cette tronçonneuse. Je vous montre l'autre côté, l'autre face. On voit que ça a été repeint au marqueur, repassé en tout cas. Et je vous montre un peu le guide et surtout un peu l'état de la chaîne. Donc voilà, là on a déjà fait un petit tour de la tronçonneuse extérieure et on peut déjà relever pas mal d'indices. On se retrouve maintenant avec la 261 qui elle n'a servi que moins d'une heure. Évidemment il y a une différence de propreté, ça on s'en doute, hein, entre une tronçonneuse de 8 ans et une de 1 an, ça on s'en doute. Ce qui est important d'observer, c'est tous les éléments qui nous permettent de déceler d'éventuels problèmes, un peu connaître le nombre d'heures qu'elle a pu effectuer et dans quelles conditions elle a évolué. Je vous montre l'autre côté. Et comme ça, vous pouvez observer les deux machines et un peu comparer les états. Donc voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu ensemble sur celle de 2015. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail. Vous arrivez chez la personne, il vous tend la tronçonneuse, il vous dit, ben voilà, la tronçonneuse est là, pas de problème, si tu veux, tu la démarres. Première chose à faire, avant même d'essayer de la démarrer, évidemment, vous regardez l'état général s'il correspond aux photos. Si le frein de chaîne est complètement cassé alors qu'il vous avait dit qu'il n'était pas cassé, ben vous savez déjà qu'il y a un petit peu un problème. Si la poignée de gaz est complètement cassée aussi, ben vous savez aussi que ce n'est pas conforme à ce qu'il vous avait dit. La poignée, si elle n'est pas cassée et déformée, encore une fois, le capot s'il n'est pas cassé, vous regardez si vraiment la tronçonneuse correspond à l'état dans lequel elle vous a été décrite par le vendeur. Si elle ne correspond pas, vous pouvez déjà vous méfier. Première chose à faire, vous prenez le lanceur, vous regardez la corde. Si cette corde est totalement usée, fatiguée, abîmée, vous savez que la tronçonneuse a subi beaucoup de démarrage et que cette corde est en fin de vie. Autre chose au niveau du lanceur, et qui est selon moi une des choses les plus importantes, c'est d'apprécier la compression du moteur. Le piston a des segments, les segments s'usent, le piston s'use, le cylindre après s'use. On peut obtenir une tronçonneuse qui est en fin de vie au niveau de son moteur. Un cylindre piston à remplacer coûte assez cher et si vous l'achetez d'occasion, vous allez vous retrouver avec un coût supplémentaire en plus du coût de la tronçonneuse qui parfois vous amène à un prix du neuf. Vous prenez votre lanceur, vous tirez. Vous essayez d'apprécier un peu la compression de la tronçonneuse. Moins il y aura de compression, plus votre tronçonneuse sera loin de sa puissance d'origine, moins elle aura de vélocité. Tout simplement, vous prenez le lanceur en main et vous regardez où en est la compression de la tronçonneuse. Vous la laissez avec son poids, tout simplement sur le sol, et vous tirez. Si la corde vient complètement juste avec le poids de la tronçonneuse qui est sur le plan de travail, vous voyez, je tire simplement sur la corde, je couche la tronçonneuse, je tire juste sur la corde et toute la corde vient. Ici, j'ai un point de résistance qui est environ à 20 cm. D'accord? Je vais vous montrer sur la Stihl 261 neuve où en est la compression. On se retrouve avec la même tronçonneuse, exactement dans la même configuration, et on fait le même test.
on prend et on voit que la corde a une teinte différente. Évidemment, elle est neuve, elle est dans un état nouveau. C'est pas très important si la corde n'est pas dans un état hyper neuf, mais si vous voyez qu'elle est complètement effilochée, là, c'est un indice. Elle peut être tout simplement à remplacer, mais ça vous donne un nombre de lancements qui a été fait sur la tronçonneuse. Je prends donc mon lanceur et je tire dessus. Vous voyez, la distance est déjà plus courte avant que je puisse faire bouger la tronçonneuse. Je la couche, je tire. Et là, je sais soulever la tronçonneuse. Vous voyez la différence de compression? Je soulève l'entièreté de la tronçonneuse et je n'ai que 5-6 cm de corde qui est sortie du lanceur. On voit bien la différence entre les deux. J'ai 5-6 cm de corde de sortie ici pour soulever la tronçonneuse en entier, comparé à l'autre où j'en avais approximativement 20. On peut donc déduire que celle-ci, qui est neuve, a une compression neuve, ça c'est tout à fait logique, mais que notre tronçonneuse de 2015, elle, a une compression déjà nettement diminuée. Il y a beaucoup moins de résistance sur celle de 2015, qui a eu une plus grosse utilisation que celle-ci. Ce que vous pouvez faire, c'est, avant d'acheter un modèle, imaginons vous voulez acheter une 271 d'occasion, vous allez chez votre vendeur style, vous tirez quelques fois sur le lanceur et vous vous rendez compte de la dureté que représente le lanceur sur une tronçonneuse neuve. Simplement, en quelques minutes, vous faites rien de mal à la tronçonneuse, vous tirez simplement une ou deux fois sur le lanceur et vous vous rendez un peu compte de la compression de base de la tronçonneuse dans un état nouveau. Évidemment, il y a l'élastostart, donc évidemment c'est un démarrage facilité, mais vous ressentez quand même la compression, comparé à une tronçonneuse complètement rincée sur laquelle vous n'aurez plus aucune compression. Donc voilà, de nouveau 261, mais celle-ci de 2015. Je reprends le lanceur, je refais la même chose. Elle se couche, vous voyez, je tire et on voit la corde qui se tend, qui se tend, qui se tend, et la tronçonneuse qui reste sur le plan de travail. Et je peux, voilà, là j'ai même 30 cm avant de décoller la tronçonneuse de la table. Donc on a un taux de compression qui est bien moindre comparé à une tronçonneuse neuve. Ce n'est pas un test très scientifique, d'accord? Vous avez fait la route pour aller chez la personne, vous vous rendez chez lui, vous n'allez pas commencer à démonter le capot avec votre mal à outils et commencer à regarder l'état du cylindre, du piston, brancher l'ordinateur, etc., etc. Certains vont vous envoyer balader. Après, si vous sentez rassuré de le faire, demandez-lui si vous pouvez, par exemple, démonter le pot d'échappement pour regarder l'état du cylindre et du piston à travers l'ouverture d'échappement pour la tronçonneuse. Donc vous regardez en démontant l'échappement. Bon voilà. Mais moi ici sur la vidéo, c'est on ne démonte rien et on essaye d'avoir un maximum d'indices et d'éléments qui nous donnent un petit peu une idée de la vie de la tronçonneuse et de l'usage qu'elle a reçu. Un autre indice plutôt flagrant sur cette tronçonneuse, c'est le guide. Regardez un petit peu l'état du guide. La chaîne est détendue, on a tout un amas de graisse qui s'est fait d'huile sur le bas du guide, donc on a déjà eu l'usage d'une tronçonneuse qui avait un débit d'huile beaucoup trop important à un moment donné de sa vie. On a toute une accumulation ici sur le bas, donc c'est une tronçonneuse qui avait un débit d'huile bien trop riche. Une chaîne complètement desserrée. Une autre chose qui est un peu curieuse, c'est que l'on voit ici sur le guide, c'est bleuté. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit que la tronçonneuse a peut-être tourné à contrario sans huile. Donc le guide a chauffé, 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 il n'était pas lubrifié et on voit que tout le pourtour du guide est bleui. On voit vraiment bien la démarcation. Je vais essayer de vous le filmer correctement. Voilà, là on le voit bien. C'est tout à fait bleui, chauffé. On voit pas mal de traces de rouille. Donc c'est une tronçonneuse qui
a été sûrement en contact avec du métal, qui a dû couper une poutre avec des clous par exemple, ou des pièces en métal. La chaîne présente des gros impacts, donc cette tronçonneuse a servi dans du bois qui était plutôt sale, avec un réglage d'huile parfois insuffisant, voire absent, ou tout simplement tourné sans huile, et à contrario, tourné avec un débit d'huile beaucoup trop important, ce qui explique toute l'accumulation ici d'huile séchée. Donc ça, c'est déjà un élément important. On a un guide qui est d'origine, ce qui est déjà un bon point. Si vous tombez sur une tronçonneuse style qui n'a plus son guide d'origine, vous savez déjà que soit le guide a été remplacé simplement pour un choix au niveau de la taille, et donc le vendeur vous fournira le guide neuf normalement, s'il l'a démonté et qu'il a mis un guide plus petit ou plus grand, tout simplement, ou que le guide a tellement été usé qu'il a dû être remplacé, soit par un d'origine, soit par un autre d'une autre marque. Dans tous les cas, si ce n'est plus le guide d'origine, vous pouvez déjà savoir que la tronçonneuse a bien tourné. Avant de changer un guide, il faut déjà faire quelques stères de bois. Ici, si c'est son guide d'origine, on voit déjà que la tronçonneuse a eu une vie relativement compliquée et qu'elle n'a pas forcément été utilisée dans les meilleures conditions avec les meilleurs réglages. Ça, c'était notre deuxième indice. Alors, un autre point important à regarder, une fois qu'on a regardé le guide, vous voyez ce que je vous disais, complètement bleui, donc ça a très fort chauffé, c'est l'usure du carter du couvre-guide chaîne. Si vous voyez qu'il a totalement été limé, qu'il n'a plus de peinture, vous pouvez vous dire que la tronçonneuse a passé beaucoup de temps couchée sur son côté droit pour ravitailler en huile et en essence. Ici, elle a un niveau d'usure, je dirais, moyen, mais on voit que le logo style a été repeint, que ce soit au feutre ou au pinceau. Donc, cette tronçonneuse, à un moment de sa vie, a été revendue et on a fait une tentative de remise en état. Les écrous sont d'origine style, c'est déjà un bon point, mais complètement abîmés parce qu'ils ont été serrés et desserrés avec un outil qui n'était pas adapté. Donc on voit que l'usage que le précédent propriétaire a fait de cette tronçonneuse a été un mauvais usage parce qu'il l'a utilisé dans de l'acier, dans du métal, avec un réglage d'huile qui était insuffisant ou trop important, n'a pas utilisé des outils adaptés pour serrer et desserrer les écrous, alors que le serrage du guide se fait de manière ici par la vis de réglage et donc ne nécessite pas le démontage du guide. Et une tentative de remise à neuf du carter ici a été faite en mettant rapidement de la peinture sur le côté. Ce sont tous des indices qui nous permettent de voir un petit peu dans quelles conditions la tronçonneuse a été utilisée et par qui. On a une tache de peinture ici, bon, ça peut arriver, mais dans la forêt, généralement, on ne trouve pas de peinture, à moins qu'elle ait été stockée dans un atelier. On voit ici toutes des coulées d'huile ou d'essence. Donc, ces coulées donnent aussi un indice. La personne qui remplissait le réservoir, ici, n'avait pas de bec verseur sur son bidon de remplissage, son bidon d'essence. Et donc, l'essence, on peut le voir ici aussi, coulait complètement un peu partout de manière aléatoire sur la tronçonneuse à chaque plein. Vous voyez ? Les professionnels de chez Stihl ont un bec verseur qui vient directement s'emboîter à l'espace du bouchon et permettre un remplissage propre et net. Passons maintenant à la face inférieure de la tronçonneuse, au-dessous. On voit qu'elle coule complètement l'huile. Donc comme je vous disais, à mon avis, il y a eu
beaucoup trop d'huile à un moment donné, et donc ce qui explique qu'elle soit totalement encrassée au niveau du guide et ailleurs. Le dessous de la tronçonneuse est l'endroit qui va être le plus soumis au frottement et à l'usure. C'est le meilleur endroit à observer pour voir un petit peu combien de temps a servi la tronçonneuse de par l'usure de son dessous. Une tronçonneuse qui a 10 ans mais qui n'a servi que 4-5 fois aura une face inférieure complètement neuve. Ici, on voit qu'elle a des signes du temps, d'usure, mais pas de non plus de manière exagérée. Si on a une tronçonneuse qui a beaucoup servi, qui a beaucoup été utilisée et posée par terre en fonctionnement, avec les vibrations, vous avez le plastique par endroits qui est limé et la peinture ici qui est complètement mise à nu, comme on le voit un peu ici. Vous voyez? La peinture est usée parce que la tronçonneuse a été posée par terre de manière régulière et donc usée. Plus vous allez avoir une peinture qui est abîmée, usée sous la face inférieure de votre tronçonneuse, et plus les plastiques vont être usés, plus vous allez être sur une tronçonneuse qui aura été utilisée, tout simplement. Donc voilà, à titre de comparaison, 30 minutes d'utilisation, une tronçonneuse presque neuve, par rapport à notre style 261 de 2015. Donc toutes les deux, 261, mais degrés d'usure différents. Ici, on a un cachet qui nous montre qu'elle a été que très peu utilisée. Sinon, le cachet serait complètement effacé. Elle a encore toute sa peinture et les plastiques ne sont pas abîmés. Contrairement à ici, où les plastiques sont abîmés, mais pas de manière excessive. L'état est encore relativement bon, mais on a une perte de peinture sur cette partie où il y a le réglage du débit d'huile. Ce qu'on peut aussi apprécier en regardant la face inférieure d'une tronçonneuse, c'est le système anti-vibration. Vous voyez, quand j'appuie de cette manière latérale sur la poignée, on voit que toute cette partie où il y a la poignée bouge. C'est le système anti-vibration. AV sur les anciens modèles comme la 028 AV, 038 AV, 028 AV Super, tout ce que vous voulez, AV anti-vibration. Et plus votre tronçonneuse va être utilisée, plus ce système anti-vibration sera mou. Donc on aura des ressorts, des Sinon blocs complètement usés. Vous voyez, ici, j'appuie de la même manière, presque rien ne bouge. Donc, le système anti-vibration est efficace, le ressort a encore toute sa compression, sa dureté, tandis que quand on passe sur celle-ci, à peine j'appuie, on voit que le ressort se comprime et toute la tronçonneuse bouge. Petite comparaison rapide. Donc, vous prenez la tronçonneuse sur un plan plat, vous tirez un peu sur la poignée, celle-ci est celle de 2015. On voit qu'il y a un peu de jeu quand on tire sur la poignée. On prend la neuve, on tire sur la poignée, ça ne bouge pas du tout. Donc je dirais que celle-ci a des Sinon blocs et ressorts usés, mais pas non plus au point de les remplacer. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser la tronçonneuse, par rapport à une neuve, vous allez sentir qu'elle bouge plus, qu'elle vibre plus, mais pas non plus comme si les ressorts et les Sinon blocs étaient totalement morts en fin de vie. Donc ça, c'est encore un autre indice qui nous donne un petit peu l'idée de quel usage et de combien de temps a été utilisée cette tronçonneuse. Donc on a un peu regardé l'état général de la tronçonneuse, on a regardé le lanceur, on a regardé la partie inférieure. Ici on voit que la tronçonneuse a quelques griffes, vous voyez ici. Donc on voit que c'est une tronçonneuse qui a tout de même été utilisée. Et plus important, vous voyez ici au niveau de la lumière,
sur le côté de la poignée du lanceur, on voit une usure latérale sur le capot et légèrement creusée. Ce n'est pas perceptible au doigt, mais on voit que c'est légèrement creusé, ce qui est signe que celle-ci a eu un nombre relativement important de démarrage, contrairement à une neuve qui n'aura pas cette trace. C'est un autre petit indice qui vous montre que c'est tout de même une tronçonneuse qui a été utilisée fréquemment par une personne qui en avait un usage plutôt important. La chaîne qui est étendue nous montre que la personne qui l'a utilisée en la vendant en avait un petit peu rien à secouer, c'est-à-dire que la chaîne est vendue, enfin, la tronçonneuse est vendue avec sa chaîne complètement desserrée, un guide complètement sale, et surtout la tronçonneuse est remplie d'huile. Donc vous voyez un petit peu le niveau euh, de la personne qui le vend, au niveau de ses connaissances et au niveau de l'entretien de son matériel. Tous ces petits indices donnent un petit peu, encore une fois je me répète, des éléments qui nous mettent la puce à l'oreille sur le niveau d'exigence et d'entretien de son précédent propriétaire. On a un peu fait le tour esthétiquement de cette tronçonneuse style 261. D'un premier abord, ce que vous pouvez voir en moins d'une minute, comparé à une tronçonneuse neuve. C'est-à-dire, vous la prenez en main, vous regardez à gauche, à droite, vous tirez une fois sur le lanceur, vous regardez la partie inférieure, supérieure, vous regardez un petit peu le système anti-vibration. Ça, il vous faut un peu moins de 2 minutes pour évaluer un petit peu. Quand vous allez, si vous le voulez, faire un examen un peu plus approfondi, encore une fois, un guide et une chaîne, ça change, oui d'accord, mais ça nous donne pas mal d'indices sur son usage. Comme dit précédemment, on a des traces de rouille ici, qui est signe que la tronçonneuse a évolué dans un milieu contaminé. Donc il n'y avait pas que du bois, il y avait du métal, et plus particulièrement du fer, ou de l'acier, mais en tout cas une partie qui est venue contaminer le guide et qui l'a fait rouiller avec le temps. Une personne qui travaille dans le milieu forestier, un bûcheron ou simplement la personne qui fait son bois de chauffage, va surtout utiliser le premier tiers du guide de la tronçonneuse côté tronçonneuse et pas l'extrémité. Ici, on a une usure importante de l'extrémité de la tronçonneuse. On n'a plus de peinture sur l'extrémité du guide, ce qui est plutôt étonnant parce que on n'utilise que rarement la pointe, uniquement simplement pour faire de l'ébranchage. Et c'est pas ça qui normalement doit faire ce type d'usure. L'usure doit vraiment se faire ici, sur le premier tiers. Donc le fait que la chaîne ait des impacts importants, c'est pas du bois qui peut faire des impacts comme cela sur le tranchant. Le fait qu'elle soit contaminée avec de la rouille et que l'extrémité soit usée de manière plus prépondérante, je présume que le précédent propriétaire, qui à mon avis était un professionnel avec un usage plus intensif, devait être quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment ou en tout cas faisait un métier dans lequel il devait couper des poutres sur des charpentes qui étaient contaminées avec différents clous ou vis que la tronçonneuse, ou en tout cas sa chaîne, a rencontré. Ce qui a fait cette contamination que l'on a là. Donc c'est une tronçonneuse qui a été utilisée sûrement dans le domaine de la rénovation du bâtiment ou de la construction, et donc pas réellement dans des conditions de forêt, même si peut-être son premier particulier l'avait utilisé, son premier propriétaire qui était un particulier, l'avait utilisé dans un but simplement pour faire du bois ou alors dans un métier d'élagage ou bûcheronnage. Donc, on a fait un petit peu le tour d'ensemble de cette tronçonneuse. Un guide d'une chaîne, ça se change, mais on a un petit peu analysé les éléments que l'on avait sous les yeux. Guide d'origine, chaîne, style. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, mais les deux sont totalement à remplacer car dans un état trop avancé. La chaîne, la griffe, pardon, elle n'est même pas abîmée. Vous voyez, elle est tout à fait droite. Les pointes ne sont pas tordues et sont tout à fait encore piquantes comme d'origine. Donc, signe que la tronçonneuse n'a vraiment pas été plantée à de multiples reprises dans un tronc pour en faire un abattage ou pour le débiter. Donc, sincèrement, moi, de ce que je vois ici sous les yeux, c'est une tronçonneuse qui a été utilisée par une personne
qui n'étaient pas d'un milieu forestier et qui donc, à mon avis, n'avaient pas les notions d'usage de cette tronçonneuse plus poussées que ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, il devait desserrer à chaque fois avec un petit peu les clés et les outils qu'il avait sous la main pour retendre la chaîne sans utiliser la vis de réglage du milieu. Et c'est pour ça qu'on a les écrous qui sont totalement abîmés et quasiment ronds. Le fait aussi que l'on a une tronçonneuse qui soit pleine de coulures d'huile et d'essence montre que la personne qui devait faire le plein n'avait pas un bidon avec un bec verseur ou un appareillage dédié au remplissage d'une tronçonneuse de son réservoir et qui le remplissait avec une bouteille, un bidon, peu importe, mais qui n'était pas totalement étanche lors du remplissage, ce qui explique toutes les coulures, les coulées ou divers endroits. Le fait aussi que la tronçonneuse ait plusieurs griffes profondes sur certains versants dans le plastique montre que celle-ci n'a pas été en contact avec du bois, mais bien avec une matière comme de la pierre ou du béton que l'on peut rencontrer dans le bâtiment. Si vous êtes en forêt, vous pouvez aussi rencontrer une pierre, mais ici on voit bien les stries, ça a dû être contre un bloc de béton ou une pierre. Donc une tronçonneuse qui a 7 ans, et 7 ou 8 ans et qui a quand même connu un usage un peu intensif. Alors, voilà, je suis sur place, je suis en face de la personne, je regarde un peu tout son état. Par rapport à la description, est-ce que ça correspond? Oui. Est-ce que les photos correspondent? Oui. Bon, là, il va falloir prendre une décision. Soit vous estimez que le prix de la tronçonneuse est trop important par rapport à ce que vous voyez, c'est-à-dire que une tronçonneuse ici qui a 8 ans, qui est dans un état, on va dire, usagé, par un usage plutôt intense, ne va pas valoir la même chose qu'une tronçonneuse qui a 7 ou 8 ans et qui a eu un usage pour du bois de chauffage, c'est-à-dire 10 terres par an. Vous voyez? Donc, on a un état qui est plus avancé. Donc, si vous avez des points de comparaison par rapport à d'autres annonces, d'autres 261 à vendre, c'est important de pouvoir un petit peu établir cette comparaison et de voir où situe l'état de la tronçonneuse que vous voulez acheter par rapport aux autres annonces et aux autres prix. Si elle est à un très très bon prix, c'est-à-dire qu'elle est à un tiers du prix neuf, achetez-la, ça vaut la peine. Elle est tout de même fonctionnelle et présente toutes les caractéristiques d'une tronçonneuse professionnelle. Évidemment, attendez-vous à un budget rénovation, à un budget remise en état, changement du guide, changement de la chaîne et un entretien complet chez un revendeur style. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail au niveau de cette tronçonneuse. On va démonter le capot au niveau du guide et de la chaîne et le capot pour voir un petit peu le filtre à air et ça va nous donner des indices supplémentaires. Vous pouvez le faire sur place quand vous l'achetez, ça ne prend pas très longtemps et ça vous permet d'être rassuré par rapport à l'état d'entretien de la tronçonneuse, mais aussi à l'usage qu'elle a eu. D'accord? Donc, ça va nous apporter des indices supplémentaires qui ne sont pas négligeables et qui sont bons à prendre en compte dans la négociation finale du prix. On a une 261C qui aujourd'hui est affichée au catalogue à 1050 ou 1100 euros. Si la personne veut 800 euros de cette tronçonneuse, c'est bon d'avoir un maximum d'éléments en main pour pouvoir négocier le prix et atteindre un prix plutôt correct et surtout le prix de sa valeur la plus proche par rapport à son état. Sans oublier que ici, on va avoir quelques frais supplémentaires. Encore une fois, le guide de la chaîne est sûrement un entretien complet. Mais ça, on ne le saura qu'en démontant quelques parties. Allez, à tout de suite. Pour ça, il ne vous faut pas un coffre à outils complet avec 500 clés, 500 racaniacs, 500 outils. Il ne vous faut que ceci. L'outil qui est fourni avec la plupart des tronçonneuses style. Vous pouvez l'acheter chez n'importe quel revendeur. Cela vous permet de démonter la bougie, de démonter les écrous latéraux et de démonter le capot supérieur. Un outil, vous allez chez la personne voir la tronçonneuse, vous prenez ceci avec et vous faites simplement
une vérification de l'embrayage et du capot supérieur. Vous ne commencez pas à démontrer le cylindre, le piston, l'échappement et la totalité de la tronçonneuse, vous ne faites qu'une vérification de son état, comme si vous achetiez une voiture et que vous demandiez à ouvrir le capot simplement pour voir l'état du moteur extérieur, non pas intérieur évidemment, mais pouvoir apprécier un petit peu le niveau d'usure et l'entretien un petit peu du compartiment moteur. Et bien ici c'est la même chose, on ouvre un petit peu la partie côté pignon chaîne, voir un petit peu son état, pouvoir évaluer éventuellement les différents coûts qui vont être à prévoir et également l'état du filtre à air du carburateur. Donc voilà, on se retrouve avec notre tronçonneuse style avec le capot ouvert sur le dessus et la partie pignon chaîne visible. Donc le capot supérieur pour accéder au filtre à air présente 3 vis, simplement le dévisser avec la partie tournevis plat de notre clé. Avec surprise, on constate que le filtre à air, à première vue, est propre, donc il a quelques traces de poussière, mais est relativement propre au niveau des alvéoles papier, et c'est un filtre d'origine style. Donc c'est un bon point. Parfois, vous allez rencontrer une tronçonneuse avec un filtre à air complètement sale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Là, il faut se méfier. S'il y a de la saleté à l'intérieur du filtre, ces saletés sont passées dans votre carburateur, c'est signe d'un entretien qui a été complètement absent ou négligé, ou alors un mauvais entretien par une personne qui a soufflé les particules de bois à l'intérieur du filtre et qui sont donc parties dans le carburateur. Et là, ce n'est pas un très bon signe. De plus, c'est un filtre à air d'origine style, ce n'est pas une chinoiserie que l'on peut trouver un peu n'importe où, donc c'est bon signe. La marque de la bougie est une NGK, donc c'est une très bonne marque de bougie, et surtout, c'est la marque que mettent les revendeurs lorsque vous allez faire l'entretien de votre machine. Ce sont les bougies qui sont utilisées d'origine sur les tronçonneuses style. Donc, encore une fois, un bon point, et celle-ci est dans un bon état. Donc, on a un filtre à air dans un bon état, de la bonne marque, et donc de bonne qualité, et une bougie de bon état. Et surtout aussi d'une bonne marque. Donc, premier bon point, première bonne surprise, lorsque l'on a ouvert la partie filtre à air. Tout le compartiment du filtre à air et la partie postérieure du moteur aux alentours de la bougie sont totalement propres. Donc, on n'a pas de grosse accumulation de sciure de bois avec de l'huile, etc. Donc, par rapport à la première partie où on a regardé la partie visible, la partie esthétique de la tronçonneuse, nous voilà un peu plus rassurés quant à la partie interne qui est dans un meilleur état que ce qu'on aurait pu penser dans un premier abord. On a un ressort anti-vibration, lui présente une compression beaucoup moindre qu'une neuve, c'est signe qu'elle a fonctionné, mais ce n'est pas non plus catastrophique. C'est simplement 2 ressorts à changer et vous rattrapez un système anti-vibration neuf. Donc ce n'est pas un coût exorbitant. Le moteur esthétiquement est propre, en tout cas de l'extérieur. On voit que c'est une tronçonneuse qui a reçu des nettoyages réguliers. Je pense que c'est une tronçonneuse qui a dû être entretenue par un revendeur style de manière occasionnelle. En tout cas, depuis 2015, elle a déjà été dans une concession entretenue. Au niveau de notre embrayage, alors ici évidemment c'est beaucoup plus sale et on voit clairement que l'huile coule. Donc, plusieurs possibilités. Soit notre réglage d'huile est vraiment trop important, ce que je pense, étant donné qu'on a eu des indices sur le guide, j'ai fait tourner la chaîne, donc l'huile coule, ce qui est normal, étant donné que lorsque la chaîne tourne, l'arrivée d'huile se fait. On n'a pas d'usure exagérée de la tronçonneuse au niveau des filets, des écrous de serrage, et on n'a pas non plus d'usure au niveau de ce guide de la chaîne importante. L'embrayage, quand on le manipule, quand on y regarde un peu plus près,
ne présente pas non plus d'usure importante et fonctionne bien. Il n'est pas voilé. Parfois, sur certaines tronçonneuses qui ont beaucoup fonctionné, lorsque vous faites tourner l'embrayage, on voit vraiment qu'il est voilé, qu'il tourne de manière non homogène. Et là, c'est un indice, une tronçonneuse qui a été mal utilisée ou une chaîne mal tendue crée plus de contraintes sur l'embrayage. Celui-ci a une couleur tout à fait d'origine et n'est pas bleui, ce qui est signe que la tronçonneuse non plus n'a pas été mise à rude épreuve au point que tout l'embrayage chauffe et devienne bleu. Ça, c'est une des premières choses à regarder. Il est simplement sale avec un bon coup de nettoyage. On est reparti correctement. Donc, pour cette tronçonneuse d'occasion 261, au final, on a plutôt des bonnes nouvelles, une fois qu'on a démonté ces deux éléments qui ne prennent que quelques secondes, en moins de 10 secondes, vous avez un aperçu de l'intérieur de la tronçonneuse. Si la personne qui vous le vend refuse que vous démontiez quoi que ce soit, c'est un peu étonnant comme comportement. C'est comme si vous demandiez encore une fois si vous vouliez ouvrir le capot, vérifier les papiers. Ben voilà. Ici, vous voulez simplement constater que la tronçonneuse a reçu un entretien correct et un filtre à air dans un bon état et que vous puissiez savoir à quoi vous attendre s'il y a des frais à faire. Certains vont vous dire qu'il n'y a aucun frais à faire et vous allez vous retrouver à 200 € de facture chez votre vendeur style. Maintenant que vous avez fait une inspection visuelle extérieure de la tronçonneuse que vous souhaitez acheter, que vous avez fait une inspection, encore une fois aussi visuelle, mais plus interne au niveau des différents composants que je viens de vous citer, et que tout cela vous semble correct, qu'il n'y a pas de gros dommages, vous pouvez dès maintenant remettre le capot, remettre le carter du guide et de la chaîne, ici, qui ne présente lui non plus pas de gros dommages, et vous pouvez la démarrer. Maintenant, vous avez tous les éléments en main pour faire un démarrage en connaissance de cause de la tronçonneuse. Vous la démarrez, vous constatez qu'elle a un peu moins de compression comme je vous l'ai montré précédemment avec le lanceur, mais elle fonctionne tout à fait bien. Une chose à faire attention, le premier bruit que vous allez entendre, qui est tout à fait anormal, c'est un peu un bruit de casserole, comme si vous traîniez derrière vous, derrière votre voiture, une casserole. Eh bien, c'est la même chose. C'est signe que le vilebrequin, les roulements de vilebrequin ou de l'embrayage commencent à être très fatigués en fin de vie. Tout bruit anormal est sûrement un bruit d'origine mécanique du vilebrequin. Donc là, on est parti sur une dépose du bas moteur, changement des joints SPI, changement des roulements du côté du lanceur, du côté de l'embrayage. Et là, vous êtes sur des frais qui sont relativement importants. Votre tronçonneuse est démarrée, vous la posez bien tranquillement sans accélérer et vous l'observez. Elle s'étouffe, elle se coupe, ça peut être un mauvais réglage du carburateur. Elle se met à s'emballer, ça peut être aussi un simple mauvais réglage du carburateur. Si vous faites un réglage carbu sur place, vous le verrez directement. Par contre, si la tronçonneuse se met à varier, être bas, être vraiment très haut dans les tours, et ne pas être stable au niveau de ces tours et de tourner de manière un petit peu apocalyptique, là, vous pouvez suspecter une prise d'air au niveau, encore une fois, des joints SPI, c'est-à-dire que votre moteur n'est pas étanche et que donc votre réglage de carburateur est impossible. De l'air rentre par les joints SPI et vient augmenter le mélange air-essence de votre carburateur et donc vous avez une tronçonneuse qui est totalement incontrôlable et irréglable au niveau des vis de richesse de votre carburateur. Et là, encore une fois, intervention sur le bas moteur, les joints SPI et par la même occasion donc les roulements. Et je vous passe les détails, on est sur un coût de réparation bien plus important. Ce qui n'est pas le cas sur celle-ci, elle tourne parfaitement et lorsque je la mets en route, il n'y a pas de bruit suspect et elle tient tout à fait son ralenti. Le ralenti est stable, ce qui est un bon signe d'un réglage carburateur correct et aussi
d'une étanchéité moteur correcte. On va surtout retrouver des problématiques de joint spi sur des tronçonneuses plus anciennes. Celle-ci vient d'avoir 8 ans. Si vous êtes sur une tronçonneuse de 2000 ou début 2000, là, vous pouvez suspecter une possibilité qu'il y ait une défaillance au niveau des joints spi, c'est-à-dire un manque d'étanchéité tout simplement, et donc un remplacement. C'est logique, plus votre tronçonneuse va être âgée, plus des pannes, plus des problèmes vont être à présager et à suspecter, et surtout présents. Ici, on a quand même une tronçonneuse de la gamme professionnelle de chez Stihl, qui, oui, a servi pas mal, mais a tout de même un état relativement bon et qui peut être encore utilisé de manière occasionnelle par un particulier qui recherche une tronçonneuse de qualité. Si vous voulez en faire un usage intensif, je vous recommande de l'emmener chez un revendeur agréé Stihl pour qu'il vérifie le taux de compression, sauf si vous le faites vous-même, et qu'il avise s'il est nécessaire de remplacer les segments et ou le piston afin que vous repartiez avec une tronçonneuse qui a un taux de compression proche du neuf ou en tout cas bien meilleur que ce qu'il est actuellement. Mais dans l'état actuel des choses, elle peut être tout à fait utilisée par un particulier qui veut simplement recouper du bois de chauffage, pas de problème. Après, un bon entretien est toujours nécessaire, un bon nettoyage, afin de repartir sur une machine totalement propre et saine, qui vous emmènera encore des longues années durant, au travers des bois coupés et permettre de faire du bois de chauffage si c'est votre objectif. Un professionnel se dirigera plus rarement sur ce type de machines d'occasion qui ont un état d'usure plus important parce que eux, ils veulent que chaque matin leur machine fonctionne et ce toute la journée dans des conditions plus difficiles. Donc, aujourd'hui, on a vu ensemble les différences entre une Stihl d'occasion de quelques années et une Stihl neuve. On voit bien les différences, on voit bien les éléments à repérer qui nous donnent un tas de preuves qui nous permettent de faire un achat bien orienté, en âme et conscience, sur ce que l'on veut exactement et sur ce que l'on veut éviter. Si tous les éléments que vous avez vus négatifs sont suffisants pour vous dissuader d'acheter la tronçonneuse, ne l'achetez pas, il n'y aura qu'un mauvais achat. Le tout est d'être honnête avec le vendeur et de lui expliquer pourquoi vous ne comptez pas acheter la tronçonneuse. Si celui-ci conteste ce qui vous semble négatif comme point sur cette machine, libre à vous de mettre fin à la conversation et de malheureusement perdre votre temps, mais au moins vous n'aurez pas fait ce mauvais achat. Si je devais acheter cette tronçonneuse, je l'achèterais, mais moins de la moitié de son prix nouveau. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui a 8 ans et qui est dans un état plutôt usagé, sur lequel je vais devoir remplacer le guide et la chaîne. Et donc voilà, pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like et surtout à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!